est membre de l'UDI et même cofondateur de l'UDI. Alors, on va parler d'ailleurs de l'UDI, on va parler surtout de la semaine folle que vient de vivre l'UMP, on va parler des municipales, de l'Ukraine, comme ancien ministre de la Défense, vous aurez des choses à nous dire et on va commencer par les trois affaires qui se sont succédées cette semaine. L'affaire Copé autour des révélations du Point sur le financement de la campagne de Sarkozy, l'affaire Buisson sur les écoutes pratiquées par l'ancien conseiller sur le président Sarkozy, révélé par le Canard enchaîné et Atlantico, et la dernière affaire révélée par Le Monde sur les écoutes. On vient d'apprendre que des avocats, une centaine d'avocats, ont dénoncé une atteinte grave au secret professionnel. Est-ce qu'il y a, Hervé Morin, un acharnement à l'encontre de l'ancien chef de l'État? Bonjour tout d'abord. Tout le monde sait que il m'est arrivé d'avoir des différends importants avec Nicolas Sarkozy, donc je ne suis pas dans le premier cercle chargé de le défendre matin, midi et soir. Mais très franchement, au-delà de la question du secret professionnel qui est évoqué dans cette pétition, dans cette tribune, j'observe que c'est une tribune et une pétition qui est signée par des avocats aussi différents politiquement que Maître Henri Leclerc, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, homme de gauche, Maître Dupond-Moretti, soutien de Martine Aubry et Francis Spinner, membre de l'UMP. Et donc on voit bien déjà qu'il y a une espèce de consensus qui dépasse largement les frontières politiques classiques. Mais au-delà de ça, moi je m'interroge. Et je m'interroge notamment sur ce qui peut légitimer une telle procédure. Parce que pour vos auditeurs, tout ça est très confus. Et pour moi, qu'une information judiciaire soit ouverte par le parquet national sur le fondement d'un document extrêmement contestable, pour lequel d'ailleurs il y a eu une plainte pour faux, de déclaration d'un des fils Kadhafi, amenant le parquet national qu'on vient de créer, en charge notamment, normalement, des grandes fraudes fiscales, des grandes corruptions, de procéder à des écoutes entre un client et son avocat sur aucun élément précis de preuve, à procéder à des perquisitions chez ce même avocat où on lit tous les dossiers liés à Nicolas Sarkozy. Je trouve que tout cela me semble être de près ou de loin une histoire qui ressemble à un scandale judiciaire et à un parfum d'abus de droit. J'ai été professeur de droit public, donc tout ça je connais un peu. Et mon sentiment, c'est que pour écouter un avocat normalement, grosso modo, il faut qu'il soit auteur d'une infraction. De quelle infraction Maître Herzog peut-il relever? Il fait son boulot de conseil et d'avocat. Sur quel fondement repose de mettre sur écoute pendant un an et demi, Nicolas Sarkozy, qui est un justiciable comme les autres? Ça, c'est incontestable. Tout ça me semble honnêtement très curieux, surtout quand on ajoute qu'une enquête sur le financement de 2007 avait déjà été menée par un autre juge d'instruction. Oui, par le juge Gentil dans l'affaire cette enquête avait été close. Donc, je trouve que le procureur du parquet national, Madame Houlette, a gravement discrédité cette institution nouvellement créée. Vous estimez donc que les écoutes téléphoniques commandées par la justice à l'encontre de Nicolas Sarkozy sont illégales? Écoutez, je n'en sais rien, mais je m'interroge tout de même fortement sur tout cela. Et je demande donc au garde des Sceaux, parce que c'est sa fonction, que le procureur lui donne les éléments d'information qui sont en sa possession et qu'ensuite, éventuellement, des procédures soient engagées qui peuvent aller jusqu'à la nullité de la procédure.
Mais dans un pays, dans un état de droit, le juge doit aussi être scrupuleux sur le respect des procédures et du droit. Alors on a vu, il y a 3 histoires, Copé, Buisson, Sarkozy. Ces histoires ne sont pas nouvelles. Or, elles sortent à 3 semaines du premier tour. Enfin, maintenant, on est à 2 semaines d'ailleurs du premier tour des municipales. À votre avis, c'est un hasard tout ça? Je sais pas si c'est un hasard. Je veux pas non plus faire de lien avec des élections municipales, mais ce que montre tout cela et tout le reste, de l'affaire Tapie, en passant par l'affaire Cahuzac, l'incapacité du pouvoir, le bordel généralisé dans le gouvernement où grosso modo chacun en fait à sa tête et déclare ce qu'il veut. Tout ça démontre à la fois une crise politique absolument majeure dans le pays, démontre aussi que il y a aujourd'hui une crise plus que politique, j'allais dire démocratique, avec une démocratie française où le fossé avec les élites devient de plus en plus important, la légitimité du pouvoir politique est de plus en plus remise en cause, et avec, in fine, des Français qui ont envie de renverser la table, mais qui sont face à des institutions qui les empêchent de procéder à la recomposition politique dont on sent qu'elle est souhaitée par nos compatriotes. En clair, on a 2 partis de gouvernement qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans ou 40 ans, et ces 2 partis de gouvernement, quels que soient les soubresauts de la vie politique, conservent le monopole ou le duopole. Et je pense qu'il y a à travers ça une vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que le système institutionnel tel qu'il est permet d'avoir en France un pouvoir politique capable de réagir et d'agir? Est-ce que vous voudriez changer la 5e République? Moi, ou je dis, vous la le savez. Alors on Constitution va en de la parler 5e? parce que vous avez des propositions en la matière sur les institutions, et on va en parler, notamment sur la 5e République. Mais restons un moment sur les affaires. Est-ce que vous estimez que, parce que Nicolas Sarkozy continue à apparaître publiquement pendant la campagne, est-ce que son retour sur la scène politique vous paraît compromis? Écoutez, je pense que son retour, il l'a amorcé, et le rendez-vous, c'est pas maintenant. Je pense que pour l'instant, c'est pas les soubresauts de cette semaine qui va modifier la trajectoire dans laquelle il s'est engagé. Ne faisons aucun doute. Ce que je crois plus profondément, c'est que nous avons besoin de réfléchir sur l'efficacité de nos institutions. Et je dis que l'élection présidentielle corrode la démocratie française, parce qu'elle empêche la construction d'un contrat collectif et d'un projet collectif. Elle empêche chaque grande famille politique de réfléchir sur ce que représentent ses valeurs et son projet dans le monde d'aujourd'hui, ce que cette famille politique veut porter dans ce monde nouveau, et elle empêche ensuite qu'il puisse y avoir en quelque sorte un accord entre différentes familles politiques pour construire un projet national et un projet de réforme. Et c'est ça que moi je souhaiterais, c'est que nous puissions revenir à des institutions permettant à un parti politique de construire un projet, et qu'ensuite on s'interroge sur la compatibilité de ce projet avec les familles politiques les plus proches, comme on fait en Allemagne. En Allemagne, on construit un projet, et ensuite on se dit, ce projet, il va falloir le partager avec tel ou tel autre parti. Comment le construit-on? Et enfin, il y a un homme ou une femme pour le porter. Là, on est dans un système dans lequel, accentué par les primaires, dans lequel on a des hommes et des femmes qui, dans le même parti, vous expliquent en quoi ils sont vraiment différents des autres. On est un peu comme dans une course de 100 mètres, où chacun est dans son couloir, se fiche éperdument de sa famille politique, et n'a comme obsession que d'être au moins aux primaires, sinon au match réel, c'est-à-dire à l'élection elle-même. Et donc on est dans un système où on cultive les différences, on empêche la construction d'un projet collectif, et in fine, on arrive à une campagne dans laquelle
on peut jeter à peu près tout ce qu'on veut comme projet, comme idée, pour essayer de récupérer là tel segment de l'électorat. Et voilà pourquoi, tout d'un coup, un matin, François Hollande découvre la taxe à 75%, les 60 000 enseignants. L'essentiel étant d'abord et avant tout de récupérer des segments d'électorat ou de les consolider sans se préoccuper de la cohérence d'un projet collectif qui aurait été réfléchi avant. Monsieur Hervé Morin, on si comprend tout ça, Jacques, si tout ça au moins permettait au pouvoir d'être efficace, on pourrait se dire tant mieux. Mais vous voyez bien que l'efficacité de la Ve République, depuis un certain nombre d'années, est à démontrer, parce que la France va plutôt plus mal que les autres. D'accord, mais on comprend bien ce que vous venez de dire, Moi, je monsieur veux, Hervé Morin. Mais comment vous... Parce que pour l'instant, les je- choses étant ce qu'elles sont, on va pas changer les institutions là, maintenant, d'ici à Je 2017. Vous savez bien, si vous voulez changer les institutions, il faut bien que vous arriviez au pouvoir. Alors, question subsidiaire, dans cette primaire que vous critiquez, attendez juste, je pose ma question. Dans cette primaire, pourquoi est-ce que vous avez l'intention de demander une primaire ouverte, par exemple, au centre? Vous pourriez être candidat, vous aussi. Si vous voulez changer les choses, il faut avoir le pouvoir. Je souhaite que les centristes portent leur projet au moment de l'élection présidentielle. Donc qu'ils aient un candidat, c'est cela? Bien sûr. Malheureusement, la Ve République est ainsi faite que si vous n'êtes pas présent à ce combat-là, votre existence politique est laminée. Il y a en France, quoi qu'il arrive, 15 à 20% de Français qui sont proches de notre famille politique, qui sont attachés au libéralisme, qui sont attachés à l'idée d'ouverture et de tolérance, qui veulent une autre Europe, c'est-à-dire une Europe puissance, une Europe politique intégrée. Ces Français-là, ils attendent de nous que nous soyons en mesure d'être facteur d'infléchissement de la vie politique en France. Je dis au moins facteur d'infléchissement. Et donc, j'espère que nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Mais je veux Est-ce que vous pourriez être ce candidat? Non, la question ne se pose pas maintenant. Je veux d'abord qu'on porte un projet collectif que nous partageons ensemble. Et on a cet avantage, nous, les centristes, c'est que, grosso modo, on cite en général 3 personnes au sein de l'UDI, ou de l'alternative, Bayrou, Borloo et moi. Vous allez nous dire comment va Monsieur Borloo, on l'a pas vu d'ailleurs. Hein. Je vous dirai ça. L'avantage, c'est que tous les 3, on a mené, on a une aventure avec l'élection présidentielle. Et donc, on n'est pas obsédé par cette histoire. François Bayrou a été candidat 3 fois. Jean-Louis Borloo et moi avons tenté de l'être. Et donc, en clair, on n'est pas matin, midi et soir porté sur l'idée qu'il nous faut absolument être candidat. Ce que moi je veux, c'est que nous portions un projet collectif et que ce projet collectif soit ensuite défendu. On aura quand même une question, qui est la question, bien entendu, du poids du Front National. Et il se posera la même question pour la gauche. Parce que, bien entendu, quand vous arriverez au moment du match final, à la fin de l'année 2016, ce qu'il ne faut pas, c'est que nous nous retrouvions disqualifiés du second tour. Et se posera la même question pour les Verts, pour le Front de gauche, etc. Vous dites la droite et le centre. Nous, la droite et le centre, puisque nous avons très clairement une alliance avec nos partenaires de l'UMP. Mais il se posera la même question à gauche, ou pour les écologistes comme pour le Front de gauche, qui, face au poids du Front National, auront aussi comme impérieuse nécessité d'être présents au second tour. Donc la multitude des candidatures, on sait ce que ça peut donner. Mais je dis que, en tant que tel, aujourd'hui, en 2014, nous devons tout faire pour être en capacité de porter notre projet. Alors, on va parler de vos projets, notamment vos propositions, notamment en matière institutionnelle, mais permettez-moi encore un mot sur les affaires, parce que on n'a pas parlé de l'affaire Buisson, dont vous avez dit qu'elle était le symptôme d'une crise morale. En même temps, des 3 affaires, est-ce que ça n'est pas celle dont Nicolas Sarkozy est le plus responsable? Parce qu'après tout, quand on prend pour conseiller l'ancien patron de Minute, est-ce qu'on peut s'étonner après des mésaventures de ces derniers jours? Pour moi, c'est un fait divers, ce n'est pas l'expression d'un système. Pour moi, c'est un personnage qui se comporte mal, dont le comportement est absolument inexcusable, insupportable. Et puis c'est tout. Voilà. Ce type s'est qualifié à travers cette histoire. C'est tout.
Est-ce que vous avez eu des discussions avec le président Sarkozy à l'Élysée, du temps donc où il était président, avec Buisson dans les parages? Jamais. Donc il n'y a pas d'enregistrement vous concernant? Bah écoutez, Ah bah on sait jamais, je ne sais pas. Bah, ça va sortir. Ah bah ça pourra. je n'ai pas parce que- fondamentalement d'inquiétude sur le sujet, mais honnêtement, je me demande si, au-delà de l'avoir croisé et de l'avoir salué, je me demande si ma relation avec lui, c'est à peu près limité à C'est ça. des, Si c'est pas limité des qu'à enregistrements de bonjour uniquement. Voilà. Donc ça va. Bon. Alors, en tous les cas, on vient de le voir, Monsieur Morin. Donc la droite va mal, la gauche, ça va pas mieux. Vous-même, vous avez dénoncé la médiocrité rare, hein, je cite vos termes, de la présidence. Quand même, on a l'impression que les centristes profitent pas beaucoup de cette situation. On n'arrive pas à voir exactement où vous êtes en ce moment. Oui, clairement, on ne nous entend pas assez. Je suis d'accord avec vous, je pourrais dire le contraire. Mais c'est aussi parce que depuis 40 ans, nous vivons dans un match de ping-pong entre l'UMP et le PS et que les médias considèrent que le jeu, c'est toujours entre ces deux-là. Il y a aussi, Les médias ont toujours bon il y a goût, aussi, hein. mais si, il y a aussi, quelque chose il y ne a va pas aussi, chez les politiques, c'est la faute il des y a médias. aussi Non, non, un vous peu de pourriez ça. Écoutez, vous imposer on quand a même, fait, c'est pas on a seulement fait, notre faute. j'ai fait, en tant que responsable des questions économiques à l'UDI, j'ai fait des propositions extrêmement importantes pour essayer de créer un vrai électrochoc pour améliorer la compétitivité de l'économie française. J'ai fait des propositions institutionnelles qui est de revenir à la Ve République telle qu'elle a été construite en 1958. Je vous rappelle que l'élection du président de la République au suffrage universel n'a été mise en place qu'après l'attentat du Petit Clamart en 62. Et je souhaite qu'on ait un président de la République qui soit arbitre, avec un parlementarisme rationalisé et avec un Premier ministre qui conduit et détermine la politique de la nation, avec un Parlement qui construit une majorité qui soit une majorité plus large, reposant sur une modification du mode de scrutin avec mi-proportionnel, mi-scrutin majoritaire. Bon, donc on en fait des propositions. Ah, sur cette proposition, pardon. Attendez, laissez-moi finir. Ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà fait beaucoup en l'espace d'un an. Le centre était tellement éclaté qu'il n'était plus visible. Grâce à Jean-Louis Borloo, nous avons été capables de nous remettre autour de la table. Nous avons constitué l'UDI, qui est tout de même la troisième force politique aujourd'hui. Nous avons commencé un rapprochement avec François Bayrou en créant l'Alternative. Nous allons gagner, je le pense, toute une série de villes. Amiens, Laval, Caen, Pau... Bref, l'UDI s'est mise en état de marche. Les centristes se sont mis en état de marche. Désormais, il nous faut porter progressivement un projet, d'où l'importance, on y revient, de cette candidature à l'élection présidentielle pour défendre nos idées. Alors, vous avez proposé, donc, vous avez dit que vous étiez contre l'élection du président au suffrage universel. Non, mais vous voulez quoi? Vous voulez un retour à la 4e Non, République? je veux un retour à la 5e République de 1958, c'est-à-dire d'un président de la République arbitre, élu par un grand collège et d'un Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Là, on est dans un système de concentration des pouvoirs tel une espèce de monarchie républicaine qui... avec toutes les dérives qu'on a pu connaître à chaque élection. On a un système qui repose sur l'idée d'un système pyramidal, hiérarchique de la société. Ce modèle est un modèle du passé, nous sommes dans des sociétés horizontales, et c'est un modèle qui ne permet même pas l'efficacité dans la réforme. Je suis désolé de le dire, si le Front National est là, c'est parce que nous en sommes co-responsables, droite et gauche, parce que nous n'avons pas... le dernier grand élan, ça a été celui de 2007, il y a eu un immense espoir qui est né. Je me souviens très bien, les Français disaient, ça y est, Nicolas Sarkozy est élu, après un deuxième quinquennat de Jacques Chirac qui a été beaucoup frappé de l'immobilisme, on va avoir enfin un pays qui se remet en état de marche. Et là, alors la crise de 2008 a été bien entendu un facteur qui a empêché probablement un certain nombre de réformes, mais nous n'avons pas été au rendez-vous de la remise en état, de l'économie française sur les rails. Voilà pourquoi sur l'économie, je veux une vraie politique de l'offre, un vrai électrochoc permettant au pays, à travers
toute une série de mesures de se donner les chances de revenir au plein emploi. Parce que la réalité, on ne le dit jamais assez aux Français, la réalité, c'est que nous avons implicitement, nous, société française, fait le choix du chômage de masse. C'est un choix implicite, bien entendu, mais quand des candidats à la présidentielle vous expliquent qu'on va revenir au plein emploi, c'est impossible quand on voit les décisions qui ont été prises successivement par la droite et la gauche. Quand on fait entre le temps de travail, la politique de dépenses publiques et les emplois protégés, la politique fiscale qui n'encourage pas le risque et l'investissement dans l'entreprise, quand on rigidifie le marché du travail comme on le fait, eh bien tout cela amène bien entendu à laisser sur le bord de la route les personnes les moins qualifiées, les personnes les moins productives, dont la productivité est la plus faible, parce que bien entendu la France n'est pas en situation, l'économie française ne peut pas donner une chance à chacun dans un modèle comme celui-ci. Alors, Monsieur Hervé Morin, tout à l'heure, vous nous avez promis de nous donner des renseignements sur Monsieur Borloo. Alors, comment va-t-il? Où est-il? Que fait-il? Écoutez, je ne veux pas vous répondre à tout cela. Tout ce que je sais, c'est que... Non, mais parce qu'on est inquiet, parce qu'on ne le voit plus du tout. On nous a dit qu'il était malade. Ça, vous le savez, il s'en est pas caché. Oui, mais enfin, est-ce qu'il va mieux? Écoutez, moi, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone en milieu de semaine, il se retape. Il a bien l'intention à nouveau de s'engager en politique, notamment pour les européennes. Vous aurez la chance de pouvoir l'inviter bientôt, je l'espère. Eh ben, on espère qu'il dira oui, hein. Et Monsieur Bayrou, tout à l'heure, vous nous avez dit que Pau allait certainement être gagné. Donc, Monsieur Bayrou, François Bayrou va devenir maire de Pau. Le maire de Pau. Est-ce qu'il a la vocation à devenir le leader naturel du centre? Écoutez, moi, j'ai entendu un homme qui avait dit aux Palois qu'il souhaitait s'engager pleinement dans la redynamisation d'une ville qui en a beaucoup perdu. Entendez cela et considérer que la vie politique nationale n'est pas sa préoccupation première pour le moment. Alors, Hervé Morin, vous avez parlé il y a un instant du retour à l'emploi et du temps de travail, et vous aviez proposé un retour aux 39 heures payées 35. Vous n'allez pas vous rendre très populaire avec une proposition de ce type. Est-ce qu'on peut dire aux Français une chose simple, c'est que dans la zone euro, le coût du travail est de grosso modo 15% plus cher que nos partenaires européens. Et que si on veut revenir au plein emploi, il faut qu'au moins on permette à l'économie française de partir à armes égales dans la compétition ou dans la course. Et qu'aujourd'hui, entre le niveau des prélèvements, le temps de travail, la rigidité du marché du travail qui empêche à l'économie française d'avoir la réactivité et la souplesse nécessaires, la politique fiscale qui, comme je le disais tout à l'heure, ne favorise pas le risque, ne favorise pas l'investissement productif. Quand on a des entreprises qui ont des taux de marge si faibles que leurs investissements sont réduits depuis des années, on crée les conditions pour que le pays aille mal. Et je dis qu'il faut ébranler la machine par une politique vigoureuse qui aborde tous ces sujets en même temps. Et permettez-moi de vous le dire, quand on travaillait 39 heures par semaine, est-ce que c'était le bagne? Est-ce que c'était le bagne? Enfin, je crois quand même que vous allez avoir du mal à faire... C'est pas une baisse de salaire, on maintient le salaire et dans le même temps, si vous aviez lu mes propositions, on réduit immédiatement les cotisations sociales, patronales et salariales. On fait donc un énorme choc de compétitivité et comme on réduit les cotisations salariales, on augmente le pouvoir d'achat de 1 000 € par an. Et donc, il y a l'expression qu'un effort collectif peut permettre à chacun d'améliorer aussi sa situation. Ah, vous parlez d'effort collectif, justement. Et j'ajoute que dans cet effort collectif, il faut que le pouvoir, l'État montre l'exemple. Et je propose qu'on réduise le nombre de députés et de sénateurs. Avec la fin du cumul des mandats, 577 députés, c'est trop.
330 ou 340 sénateurs, c'est trop. Et donc, je propose qu'on réduise significativement, je dis autour de 400 le nombre de députés et à 200 le nombre de sénateurs. C'est largement suffisant pour les responsabilités qui sont à exercer au sein des deux chambres. Et on montrera aux Français que tout le monde fait un effort. Alors justement, en parlant d'efforts collectifs, on a vu que le président Hollande, il demandait lui aussi au patronat et aux syndicats de faire des efforts collectifs tous ensemble. Alors, à travers le pacte de responsabilité. Hein. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez le voter, ce pacte de responsabilité, et à quelles conditions? J'ai toujours dit que je ne voterai pas ce pacte de responsabilité parce qu'il n'y aura rien dedans. C'est tout. C'est pas 10 milliards d'euros de charges, de réduction de charges qui suffiront pour relancer l'économie française. Considérez que la seule question, c'est ce que je viens d'essayer de vous développer pendant 10 minutes, considérez que... On parle de 50 milliards d'économies. Non, ouais, enfin ça c'est pas dans le pacte de responsabilité. Les pactes de responsabilité, c'est la réduction, c'est les 30 milliards de charges, les 20 milliards qu'on recycle et les 10 milliards supplémentaires. Est-ce que c'est la seule question? Non, il y en a bien d'autres. Je les ai donnés tout à l'heure. Et je considère que derrière tout ça, on est en train de gâcher une idée. Oui, il faut réduire le poids des cotisations sociales pesant sur le travail. Mais considérer que c'est l'alpha et l'oméga de la politique française en matière économique, c'est une erreur. Et en plus de ça, il va falloir trouver une nouvelle recette. Pardon, sur quoi? On n'en sait rien. Et donc, dans l'état actuel des choses, je pense qu'on est largement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Un mot, Monsieur Morin, sur l'Ukraine, puisque vous avez été en charge, vous connaissez bien ces problèmes, vous avez été en charge de la défense. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'Ukraine? Est-ce que naturellement nous ne ferons rien, comme a dit un célèbre ministre des Affaires étrangères? Très clairement, c'est ce que fait la Russie est inacceptable. Ça ne fait absolument aucun doute. Si nous devons amplifier les sanctions, elles doivent être décidées d'un commun accord entre les Européens et les Américains, parce que sur cette histoire-là, il ne faut pas qu'il y ait un des deux qui branle dans le manche, si je puis dire. Et troisièmement, on doit, sur le plus long terme, créer une structure de dialogue et de résolution des conflits ou entre la Russie et l'Europe. Nous avons besoin de créer une structure dans laquelle on sorte de cette espèce d'ambiance ou du moins de climat qui nous fait penser que la Russie doit toujours être regardée comme nous la regardions du temps de la guerre froide. Parce que je l'ai souvent dit, moi, dans mes réunions à l'OTAN, je disais à mes camarades ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique, je leur dis, il faut qu'on ait un nouveau regard, une nouvelle approche avec la Russie. Pour que la Russie sorte aussi de son vieux fantasme de l'encerclement, qui est une inquiétude historique des Russes. Et donc, moi, je crois que nous avons besoin d'avoir un lieu de dialogue, de débat, d'éventuellement de résolution des conflits, d'arbitrage entre nous, qui se réunit régulièrement et qui permet aux Européens et aux Russes de construire quelque chose, une relation nouvelle. Je pense que c'est important. Mais concrètement, maintenant, le référendum en Crimée, pourquoi c'est inacceptable? Parce que c'est un pseudo-parlement qui a décidé voilà, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas, on peut pas, l'Ukraine a des... L'autodétermination d'un peuple, ça a un sens quand même. Oui, enfin, sauf que c'est un pseudo-parlement sous la pression de la Russie. On ne peut pas considérer que ça suffit pour légitimer un référendum de ce type. Nous terminons, Monsieur le Ministre, sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec lui, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Eh bien, je suis en train de terminer un livre que j'invite tous vos éditeurs à lire, qui s'intitule La mort de la mort, de Laurent Alexandre, qui est un ouvrage démontrant à quel point nous sommes dans un monde nouveau, notamment même sur les questions de santé, où la connexion des nanotechnologies, des biotechnologies, des puissances de calcul et des sciences cognitives, la connexion de toutes ces sciences-là fait que la médecine dans 20 ans sera radicalement différente de celle d'aujourd'hui, avec toutes les conséquences éthiques
de société que vont poser le développement. Et les conséquences économiques aussi, parce qu'il va y en avoir des retraites à payer. Mais je vous invite à lire ce livre, c'est passionnant. Constatez à quel point nous sommes à un véritable tournant sur les questions de santé et à quel point cela va poser de redoutables questions éthiques pour la société, pour le monde entier dans les décennies qui viennent. Hervé Morin, président du Nouveau Centre, député de l'Eure et ancien ministre de la Défense, merci et cofondateur de l'UDI. Merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien, un grand entretien que vous pouvez retrouver en audio et en vidéo sur YouTube et sur le site de notre station www.radio-rcj.info. Dans un instant, Dimanche Info. Bon dimanche à tous.